tu vois, grâce à ce service-là, j'ai réussi à récupérer une exclusivité et à générer du business et à générer une vente. Tu vois, et si j'avais pas eu ça, ça se serait éternisé. L'agence aurait eu son client, elle aurait vendu toute seule, j'aurais rien touché. Donc j'ai à la fois fait du revenu sur la partie estivale, parce que c'était la partie estivale à ce moment-là, qui était intéressant. J'ai apporté un service en plus où les clients étaient hyper satisfaits. J'ai eu des avis Google qui ont été splendides. Et en plus, j'ai eu 15 000 € de commission grâce à ça. Donc, Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce 3e épisode de l'interview canapé de chez Wiki. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'être en compagnie de Bruno Moulet, la star de Toulon. au moins. Bonjour. Bruno Moulet qui est conseiller en transaction et sportif. Tu fais beaucoup d'activités, donc justement aujourd'hui, on va pouvoir parler un petit peu de tout ça. Je te laisse te présenter. Avec grand plaisir. Bonjour à tous, moi c'est Bruno Moulet, conseiller immobilier au sein du réseau IAD France et également city manager au sein du réseau Wiki. Usuellement, je dis que je suis un peu le Doliprane immobilier, mais j'ai une très très bonne collègue qui m'a piqué un peu ma punchline, donc du coup je la ferai pas aujourd'hui. Dédicace à Marine. Dédicace à Marine évidemment. Donc ouais, voilà, moi je suis sur le secteur de Toulon et les environs, et je suis arrivé dans l'aventure immobilière en 2021 pour tout vous dire, plus ou moins après le Covid. Voilà. Ok. Et du coup, tu faisais quoi avant l'immobilier? Alors, j'ai un passé un tout petit peu différent. Moi, je suis ingénieur de formation. Ceux qui me connaissent bien et qui travaillent avec moi, j'en parle quasiment tout le temps. C'est un peu mon pitch personnel. Donc, j'ai fait une formation d'ingénieur. J'ai vécu aux États-Unis pendant 1 an et demi. Et puis ensuite, derrière, la vie a fait que j'ai eu envie un peu de changer de vie, changer de carrière, changer le parcours, la trajectoire de ma vie. Et je suis arrivé dans l'immobilier au sein du réseau IAD France. Et ensuite, récemment, au sein du réseau Wiki. Ok. Voilà. Papa, jeune papa. Jeune papa, 2 enfants, une petite et un petit qui vient d'arriver. Donc pas mal d'activités au quotidien par rapport à ça, et mener tout de front, c'est forcément un challenge. Mais bon, à 36 ans, et puis chauve que je suis, j'ai beaucoup d'énergie. Et je vous rappelle, les chauves changent le monde. N'oublions pas. Je vais peut-être me raser. Ok, donc ingénieur, dans un parcours tout autre que de ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, tout à fait. En fait, je t'ai coupé, mais ce qui est important à dire par rapport à ce passé-là, et pourquoi j'ai fait cette transition, et c'est ce que je dis à beaucoup de gens, c'est qu'à un moment donné, j'étais responsable d'une usine, j'avais une cinquantaine de personnes à gérer, et je me suis rendu compte d'un certain plafond de verre. C'est-à-dire 50 personnes, c'est 50 problèmes par jour en gestion. On se fait du 8h30 jusqu'à 22h, 23h, un peu tout le temps, toute la semaine, même le week-end. Et en fait, le salaire que j'avais était très conséquent, mais par contre, en termes de taux horaire, c'était pas adapté à c'était pas satisfaisant. Et en fait, j'ai voulu trouver une opportunité qui me permette justement de ne pas avoir ce plafond de verre. Et c'est ce que je dis à beaucoup de gens. En fait, l'immobilier, que ça soit de la transaction ou de la location courte durée, c'est un métier qui est vrai. C'est un métier où, en fait, si on y investit avec une bonne énergie son temps, ça nous rapportera derrière ce qu'on a investi. Et donc, du coup, maintenant, je suis à la maîtrise complète de mon taux horaire, et c'est ça qui m'intéresse. Et je suis beaucoup plus heureux en termes de gestion temporelle de pas mal de choses, et gestion financière aussi, une indépendance financière. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ce que je dis souvent, c'est qu'à l'époque, à 8h30, j'étais dans une usine, et maintenant, à 8h30, je mets de la crème solaire sur mon crâne. Parce que je suis toujours dehors, à voir des gens, à faire des rencontres, etc. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un changement de vie qui est radical et qui est lié à la recherche d'une indépendance par rapport à mon taux horaire et une maîtrise de mon salaire. Ok, donc maîtrise de ton salaire, maîtrise de ton temps. Et alors justement, parlant du temps, sportif, papa, jeune papa, transaction, gestion. Donne-nous ton conseil, à part mettre… Un peu de cocaïne le matin, qui est un peu le secret. On n'enverra pas ça sur YouTube. C'est sur YouTube, justement. Non, je déconne. Après, mon passé d'ingénieur fait que j'arrive à bien cloisonner en termes de gestion de projet, gestion de temps, etc. J'ai quand même été éduqué par rapport à ça toute ma jeune carrière. Donc, j'ai quand même cette compétence d'arriver à bien gérer mon temps et bien gérer mon planning. Après, j'ai une énergie débordante. Forcément, en tant qu'indépendant, les journées, elles commencent pas à 10h, elles finissent pas à 17h. On a plutôt tendance à commencer ce matin, j'ai commencé à 5h une estimation, par exemple. Commencer à la fois très tôt et finir aussi à la fois très tard. Après, je trouve qu'on est tellement c'est tellement un plaisir au quotidien. C'est un peu cliché ce que je raconte. On est un peu dans le truc de l'entrepreneur qui kiffe sa life et compagnie, mais c'est tellement aussi un plaisir et pas forcément un effort
que du coup, bah, on s'en rend même plus compte, quoi. Et c'est ça qui fait la vraie diff. Mais voilà, moi, vraiment, à un moment donné, quand je coach des gens dans l'équipe, je leur parle beaucoup du time blocking, de cloisonner, de bien se concentrer, de bien faire tâche après tâche et de bien répartir son planning, tu vois, le matin, etc. C'est des éléments clés pour arriver à bien gérer tout ça. Parce qu'effectivement, entre la transaction, l'allocation longue durée qu'on peut faire aussi, l'allocation courte durée, bah aussi les temps perso, le sport, la famille, etc., il faut arriver à bien gérer ça. Okay. Bon, avant de continuer sur la partie pro, tu viens de parler du sport. Dis-nous un petit peu plus. Bah écoute, je suis un peu triste en ce moment. Puisqu'il y a pas très longtemps, en essayant de me remettre un peu au rugby, je me suis flingué les ligaments croisés. Donc du coup, je me fais opérer le 27 mars, donc c'est un peu difficile. Ça a été un peu difficile, mais bon, après, ça, c'est la vie. J'essaie de faire... en fait, le sport, c'est un peu une soupape de déchargement. Un peu comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que ça permet d'évacuer pas mal de choses. J'ai un passé assez sportif, j'étais sport-études tennis plus jeune, j'ai fait beaucoup de ski, j'ai fait beaucoup de triathlon pour moi maintenant. Du coup, j'ai réessayé le rugby, je vais arrêter. Récemment, j'ai mon partenaire de paddle qui était à mes côtés, avec qui on a fait des performances exemplaires, exceptionnelles. On n'a pas passé les qualifications pour nous encore, mais on a prévu de le faire plus tard. Mais voilà, il y a plein d'activités entre le tennis, le paddle, le ski, etc. Ça permet vraiment de profiter. Il y a une activité qui me tient aussi beaucoup à cœur sur le secteur, qui est le kitesurf, qui est aussi quelque chose qui permet de... Quand on est dans la mer, on pense à plus rien d'autre. Et c'est des moments donnés, vu qu'on est en tant qu'indépendant, entrepreneur, on a environ 250 000 pensées à la seconde entre ce qu'il faut faire, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'il faudrait faire, puis toutes les idées qui jaillissent un peu à droite à gauche. Et en fait, des moments de sport, c'est des moments où on pense qu'à ça. Et c'est pour ça que moi, la partie salle de sport, etc., j'ai beaucoup de mal à faire ce genre de choses parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont pas forcément ludiques. Et en fait, je cogite toujours de ce que je fais de ma journée et compagnie, alors que du tennis, du paddle, du rugby, du kitesurf, etc., c'est des moments où si t'es pas focus dans le truc, bah en fait, t'as même pas le choix, t'es obligé d'être focus dans le truc. Donc ça permet vraiment d'évacuer, de penser à autre chose et d'avoir une vraie coupure. Ce qui fait aussi qu'après, derrière, on est plus productif. Donc il y a quand même des sports individuels, des sports collectifs. Il y a un peu tout. Ouais. De toute façon, ça se rapproche de ton métier, de l'entrepreneuriat. Donc, Après, c'est pareil, le paddle, c'est un sport individuel en soi, mais en fait, on est en équipe de 4, on fait ça entre copains. Tu vois, le kitesurf, c'est aussi individuel parce que c'est bien aussi d'avoir des moments pour soi et je trouve que le côté mer, ça ressource beaucoup. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et après, bon, le reste, le rugby, c'est aussi un truc d'équipe. Moi, j'aime beaucoup le rugby et je suis même partenaire du RCT via mes activités professionnelles et c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, qui est hyper fort dans ces valeurs de rugby, ces valeurs de se donner à fond pour l'équipe, pour quelque chose. Tu vois, la droiture, le respect, etc. C'est des valeurs qui sont hyper importantes. Donc, c'est pour ça que ça te permet de réseauter aussi en même temps, donc c'est cool. Au-delà, le RCT, évidemment, c'est une autre compétence, ça permet de réseauter aussi. Mais c'est associé à des valeurs qui sont fortes. Et puis le Toulonnais de souche que je suis, puisque je suis né à Toulon, le RCT, c'est une institution, tu vois. C'est un peu comme l'OM à Marseille, à Toulon, le RCT, c'est quelque chose, quoi. Donc, vous avez tous le petit truc là dans votre voiture. Exactement, le petit truc RCT, etc. avec le muguet. Donc Pour moi, j'achète, je vais me fondre dans la race. Ouais, je t'en passe. Et du coup, tu as une chaîne, je crois, de mémoire YouTube, non? T'as pas une chaîne? Alors, j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai une page Insta, un peu comme beaucoup de gens. Où tu mets tes vidéos. Je mets des vidéos, j'ai un podcast qui va sortir aussi, qu'on a tourné il y a longtemps et qu'on n'a pas eu le temps de traiter sur la partie plutôt transaction, avec François, que tu connais, le coach sur la partie transaction. Et oui, il y a pas mal de choses, il y a des vies ma vie, enfin, je vous engage à aller voir parce que c'est quand même assez cool, enfin, je trouve. Puis il y a des vidéos sur le RCT, etc. Tu as fait des vidéos aussi sur le ski, je crois, de mémoire. Ouais, exactement, j'ai fait une vidéo de kitesurf où j'ai ma carte de visite. Enfin, bref, on essaie de varier un peu les plaisirs et tout. Bon, de toute façon, on partagera tous tes réseaux dans les commentaires de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir, avec grand plaisir. Alors, on partagera ton mini-site aussi de la transaction, ton mini-site dans la gestion. Voilà. Donc on pourra partager une vraie star. Au moins. Un chauve encore une fois. Bon, ok, super. Donc grand sportif. De toute façon, tu vas t'y remettre très rapidement. Dis-moi lequel. Du coup, maintenant, on va parler un peu de la gestion, puisque tu as quand même un rythme assez effréné dans la transaction, puisque tu es un très gros producteur. Et justement, pourquoi tu t'es lancé dans la gestion en plus? C'est une très bonne question. Je n'ai pas du tout préparé. Non, en fait, je veux dire, ça,
on a déjà fait un peu une ITW au début et ça rejoint un peu ça. On a dans la transaction, on peut faire de la location longue durée, on fait évidemment de la vente, mais il manquait toujours ce côté courte durée. Et sur le secteur comme Toulon et ses alentours, qui est un secteur qui est très dynamique en termes de location courte durée, c'était même une évidence. Combien de fois on m'a posé la question lors d'une transaction, est-ce que vous vendez, est-ce que vous gérez ou vous connaissez une conciergerie? Et à une époque, je pouvais pas répondre oui à cette question. Maintenant, je peux répondre oui. En fait, ça m'apporte beaucoup de choses. Ça m'apporte ce service en plus où vraiment, quand je parlais de Doliprane Immobilier, c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, je prends vos problèmes et je vous gère tout. Donc, vous avez qu'un seul interlocuteur qui gère toute la partie immobilière. Ça, c'est une force de pouvoir proposer ça. Et dire que ça soit du commerce, de la transaction classique, de la location longue durée, de la location courte durée, je peux tout vous faire. Et c'est une corde à notre arc qui est hyper importante, surtout dans un secteur comme le Sud, qui est hyper dynamique en conciergerie. Après, il y a aussi une autre chose chez Wiki qui est aussi hyper intéressante et qui pour moi est primordiale, c'est la vision de développement et du marketing de réseau qui est associée, qui est hyper intelligent. Et en fait, dans cette vision-là, c'est aussi l'occasion de développer quelque chose. La conciergerie n'est pas encore professionnalisée aussi fortement que la transaction classique. Il y a plein de choses qui ont été faites, ça se renforce. Et en fait, il n'y a pas vraiment actuellement de réseau comme on est en train de le créer qui prend la place. Donc l'idée, c'est vraiment de participer à cette création et devenir le futur grand de la conciergerie sur un réseau national, voire international. Okay. Donc il y a pas mal de choses, il y a plein d'aspects. Il y a une partie vraiment terre à terre qui est plus qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien dans ma transaction, et ça m'apporte beaucoup de choses, un service en plus qui permet de crédibiliser, de me crédibiliser encore plus auprès de mes clients et d'avoir un seul interlocuteur, de ne pas perdre la relation commerciale, et en plus derrière une vision long terme qui est de développer quelque chose qui va être grand, quoi. J'ai bien aimé, tu as dit de créer, co-créer ensemble, voilà, parce qu'effectivement tu as intégré le réseau à l'origine, donc à l'ouverture en janvier 2024. Je crois que c'est ça, janvier 2024. Et du coup, ouais, c'est ce truc de se dire, en fait, tu as intégré un réseau qui est tout jeune et tu vas permettre et tu vas collaborer au développement de celui-ci. Bien sûr. C'est vraiment la vision qu'on a. Et je pense que tous ceux qui sont dans l'aventure actuellement ont cette vision-là. Parce qu'on est vraiment sur une ambiance un peu start-up, on va dire, grosso modo, où on se connaît tous, on a les mêmes locaux, et puis on co-construit le truc. Là, on est en train de faire un tour de France pour justement présenter cette activité à tous les gens qui seraient potentiellement intéressés. Donc on est vraiment là-dedans, dans la co-construction. Et du coup, alors excuse-moi, je te coupe, mais du coup, tu dis tour de France pour présenter ça à des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est vrai qu'on n'a jamais abordé ce sujet-là avec Marine et Charlotte, avec qui on a déjà fait l'interview. C'est quoi la cible? Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour aller voir ces personnes-là? Ouais, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que Wiki peut toucher tout le monde. Et ça, je trouve ça... Enfin, maintenant, moi, j'ai une dizaine de personnes en transaction chez IAD. C'est pas énorme, j'ai une petite expérience de management dans ce contexte-là, et former un agent immobilier ou un conseiller immobilier indépendant, ça nécessite des compétences au sein de la personne qu'on coach qui sont assez fortes. Il faut être psychologue, il faut être juriste, il faut être bon commercial, etc., etc. Et avoir toutes les compétences, il faut de la résilience parce qu'il y a une longueur pour récupérer de la rémunération, il faut attendre des transactions. Donc, l'avantage de la courte durée de la conciergerie, c'est qu'en fait, on n'est pas dans c'est accessible vraiment à beaucoup de gens. Et ça, c'est hyper intéressant. Et les personnes qu'on va signer dans Tour de France, elles sont multiples. Elles sont soit des collègues de IAD qui, comme nous, vont comprendre l'intérêt d'avoir une corde à son arc pour pouvoir proposer ce service à nos clients, soit des collègues d'autres agences, que ce soit des gens qui sont indépendants ou des gens d'agence qui potentiellement sont intéressés pour également avoir ce service en plus. Donc, il y a vraiment, là, on est en train de faire de la collaboration avec d'autres agences, ou alors simplement des contacts des clients ou du particulier qui est en transition, qui se sent pas d'aller dans de la transaction immobilière parce que justement ça nécessite des compétences, ça peut faire peur, et puis cette rémunération un peu différée, elle fait aussi peur. Et donc du coup là on va toucher des gens qui sont qui ont peut-être besoin de plus de rémunération sur du continu et un peu moins de compétences techniques, juridiques qui peut faire un peu peur. Donc on va vraiment toucher plein de monde, et c'est ça, c'est la beauté de ce réseau-là, et c'est la beauté de cette expérience-là, c'est d'arriver à pouvoir diffuser ça à plein de monde. Trop bien. Ok. Et ça, moi je trouve que c'est ça qui fait la force du truc. Non, mais c'est bien, en plus de ça, comme tu as dit, déjà, toi, ça te permet aussi de nouer cette relation avec alors, tu as dit des collègues, et c'est ça que j'ai bien apprécié, parce que souvent, on parle de concurrents, de confrères. Alors oui, on est confrères, on a
tous le Ouais, même métier. bien sûr. Et effectivement, alors toi, tu es dans le réseau IAD, donc c'est vrai que tu parles du réseau IAD, mais sûr. tu as aussi parlé des autres réseaux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au travers de cette profession-là, on va aller toucher n'importe quel professionnel. C'est clair. Et puis en plus, ça permet de créer des synergies qui sont inexistantes. Des fois, on se tourne un peu le dos pour des raisons qui ne sont pas forcément des bonnes. Et en mettant un pied à l'étrier, en proposant ce service-là, on va lier contact avec des gens et on va se rendre compte qu'en fait, on est les mêmes. On a les mêmes objectifs, on a les mêmes ambitions, on a les mêmes problèmes au quotidien. On n'est pas si différents que ça. Et du coup, ça vaut le coup de travailler ensemble, quoi. Ouais, carrément. Vraiment... Et puis en plus de ça, pour les collègues qui sont dans la transaction, de ce que j'ai pu comprendre au travers de ce que tu me dis, ce que m'ont dit Marine et Charlotte, c'est que ça peut aussi vous apporter du business dans la transaction. Clairement. Moi, j'ai des cas concrets de ça. En anecdote, on en parlait tout à l'heure. Par exemple, j'ai un appartement sur Bandol qui était sur des tarifs assez exceptionnels, puisqu'on était autour de 800 000 € l'appartement. 4 agences, 4 concurrents. Et là, du coup, je propose la conciergerie, puisque c'est une corde que je propose en plus des autres, puisque l'appartement était meublé. Bon, très bien, la personne me fait confiance là-dessus. Et pour faciliter la gestion, je leur ai dit qu'il fallait forcément que je sois seul, parce que c'était compliqué à gérer tout. Donc, je récupère ce qu'on appelle une exclusivité. Et je loue pendant tout l'été et je continue à faire les visites. Donc, à la fois, ça assure un revenu au propriétaire. Moi, ça m'assure aussi un revenu qui est intéressant. Et à la fin, c'est moi qui l'ai vendu. Et la cerise sur le gâteau, je l'ai vendu en partage avec l'agence qui avait le mandat avant que j'arrive. Donc, tu vois, grâce à ce service-là, j'ai réussi à récupérer une exclusivité et à générer du business et à générer une vente. Tu vois, et si j'avais pas eu ça, ça se serait éternisé. L'agence aurait eu son client, elle l'aurait vendu toute seule, j'aurais rien touché. Donc, j'ai à la fois fait du revenu sur la partie estivale, parce que c'était la partie estivale à ce moment-là, qui était intéressant. J'ai apporté un service en plus où les clients étaient hyper satisfaits. J'ai eu des avis Google qui ont été splendides. Et en plus, j'ai eu 15 000 € de commission grâce à ça. Donc, je veux dire, fort. D'ailleurs, j'ai discuté avec une collègue qui va nous rejoindre dans le réseau, qui est du coup en Bretagne. Donc, pour le coup, c'est intéressant puisque c'est. Et je lui ai expliqué ça. Elle m'a dit, mais ça m'arrive tellement de fois que les gens me proposent de conciergerie, etc. Puis il n'y a pas de grosse conciergerie sur le secteur. Putain, ça va être trop bien. Et elle a vraiment perçu et compris le principe du truc et le service supplémentaire qu'on peut avoir. Donc, non, vraiment, ça génère des opportunités de business qui sont phénoménales. Et puis, pareil, là, je vends 4 appartements sur Toulon. C'est destiné à la location courte durée. J'ai proposé le service. Je vais les récupérer. Je vais garder la continuité dans la corrélation commerciale. Le jour où ils revendent, ils vont penser à moi. Trop bien. Voilà. Super. Donc, ça coule de sens. Bon. Je trouve. T'as tout résumé, c'est parfait. Tu m'as parlé de la Bretagne. D'ailleurs, on va aussi attaquer cette partie-là parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a cette continuité de service, mais il y a aussi ce côté où tu peux te créer une équipe et sur du moyen long terme parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Mais donc tu m'as parlé de la Bretagne, donc effectivement tu as aussi une équipe dans le sud. Et est-ce que tu as des ambitions? Est-ce que tu as des secteurs de prédilection? Je sais pas, le nord, la montagne, la mer pour aller faire du kitesurf. Par exemple, la Floride à terme. Pourquoi pas, souhaitons-le nous. Ouais, en fait, demain tu me dis, dans 2 ans tu auras 20 personnes dans ton équipe. Je te dis, pourquoi pas, mais ça va me demander beaucoup de boulot. Demain, tu me dis, tu auras 30 personnes en conciergerie dans ton équipe. Je te dis, aucun souci. Parce que c'est un métier qui peut s'appliquer de partout. Alors, partout, il faut faire un peu une analyse du marché malgré tout. Mais par exemple, on discutait de la Bretagne. La Bretagne, c'est un secteur qui est très, très sensible à la location courte durée, puisqu'il y a beaucoup d'appartements qui sont en courte durée pour les particuliers. La Bretagne séduit beaucoup en termes de vacances. La Normandie, c'est pareil. Le ski, t'en as parlé. Le ski, il y a beaucoup de Airbnb sur la partie ski, que ça soit en été et en hiver. Parce que la transition énergétique fait que maintenant, on a les sessions de ski sont un petit peu plus courtes, mais du coup, ils ont vraiment transité sur une grosse activité sur la partie été. Donc, ces secteurs-là sont hyper intéressants. Toute la partie Côte d'Azur est aussi énorme dans la partie courte durée. En fait, on se rend compte que la partie hôtelière, elle n'est pas suffisamment grande pour accueillir tout le monde. Et que l'Airbnb sera toujours présent. Peu importe les réformes de loi finance et compagnie. Effectivement, il y a un durcissement par rapport à ça. Mais l'Airbnb ne va jamais disparaître. Enfin, quand on dit Airbnb, la location de courte durée ne va jamais disparaître. Donc, pour moi, il y a une place à se faire qui est phénoménale, que ça soit dans le sud, que ça soit à Marne-la-Vallée à Paris, parce qu'il y a Disney qui est là-bas, que ça soit en Bretagne, parce qu'il y a pas mal de location de courte durée qui se fait, au ski. En fait, il y a vraiment à la frontière, par exemple, Suisse, il y a vraiment beaucoup de secteurs qui peuvent pour moi satisfaire à ces critères. Et ça fonctionne très bien de partout. Donc, l'ambition, c'est vraiment de développer ça à travers la France. Pour pouvoir être multi un peu, avoir... En fait, ce qui me frustre, moi, c'est quand c'est quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui gère la conciergerie quelque part ?» Et que je suis pas capable de répondre oui. Ça me frustre parce qu'on perd du business et on perd un peu un service.
Et donc l'objectif, c'est d'arriver à satisfaire chacune de mes demandes. Et ça, c'est le but avec le développement. Ouais, bah, de toute façon, là, Wiki, on est encore au tout début. Hein, donc, c'est vrai qu'on n'a pas encore un maillage national, ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Et à côté de ça, ça vous laisse des perspectives de développement qui sont assez... C'est clair. Après, quand tu dis que tu es au tout début, enfin qu'on est au tout début, je suis effectivement, factuellement, 2024, c'est le tout début. Après, par contre, on prend l'expérience parce que c'est un business model qui est quand même assez similaire à ce qu'on fait en transaction chez Yadé France. Donc, on a une expérience de ça qui nous permet de nous robustifier par rapport à ce qu'on monte en compétences chez Wiki. On a 1 an déjà d'expérience perso que nous, on s'est forgé au quotidien pour fracasser le terrain et être sûr qu'on soit exemplaire et qu'on sache de quoi on parle quand on recrute du monde. Donc, en fait, moi, je dis toujours, il y a des gens qui me posent la question depuis combien de temps vous faites ce métier? Et je leur dis, en fait, j'ai fait 92 transactions en 3 ans. J'en ai presque fait plus que des gens qui sont depuis 10 ans en agence. C'est pas la durée qui fait la robustesse, c'est l'expérience qu'on met dedans et l'énergie qu'on met dedans. Toi, Lolo, moi, tous les gens qui font partie de ce réseau, elle est phénoménale. Donc, tu vois, c'est plus ça qui fait. Oui, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Et puis, il y a de l'énergie qui est mise et puis il y a de l'intelligence qui est mise. Et c'est ça. Ça, pour moi, c'est ce qui fait vraiment la différence par rapport à d'autres réseaux ou d'autres systèmes de conciergerie qu'il peut y avoir. Top. Avant qu'on continue, histoire de faire un petit break, tu as une petite anecdote à nous raconter? C'est la nouvelle question à chaque interview. Je vais poser cette question-là. Que ce soit dans la gestion ou dans la transaction ou autre. Il y a des anecdotes, il y en a toujours un petit peu. Alors, je trouvais que pour la conciergerie, ce qui était marrant, c'est celle que je t'ai racontée sur le fait que, justement, j'ai réussi à faire une vente grâce à de la conciergerie en partage avec l'agence qui avait le mandat avant moi. Donc, c'est quand même assez costaud comme truc. Ils ont même visité sans que je sois au courant qu'ils visitent parce qu'ils avaient déjà les clés, mais vu qu'ils n'avaient pas le mandat et que j'avais l'exclusivité, ils étaient obligés de passer par moi. Donc, c'était assez marrant. Après, j'en ai une que j'aime bien raconter. Elle est toujours un petit peu particulière. C'est toujours un petit peu gênant à raconter. Mais je me rappelle un jour, j'avais une visite en partage et on était sur un appartement, somme toute très sympa, situation où les propriétaires divorçaient. Et puis on se pointe pour la visite à 10h30, j'appelle. Puis à un moment donné, j'arrive à avoir la madame au téléphone et je comprends que c'était pas le moment. et qu'il y avait un certain moment intime qui était en train de se produire avec une personne qui n'était pas du coup le conjoint. C'était un divorce. Ah oui, bah oui. Et du coup, on a patienté une dizaine de minutes. Et quand on a ouvert les portes, il y avait des bougies, de l'encens de partout, etc. Et du coup, c'était assez... alors, je me rappelle parce que c'était assez gênant pour tout le monde. En fait, la propriétaire était là, tout le monde était en train de se regarder comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Clairement, je l'ai pas vendu à ces clients-là, l'appart. Ils n'ont pas voulu visiter la chambre non plus. Non, ils n'ont pas visité la chambre, ils ont fait vite le tour. Ok, c'est bon, merci, au revoir. Mais c'était assez marrant. Je me rappelle encore, c'était il y a quelques années d'ailleurs, c'était il y a 2 ans et demi. C'était une des premières, mais c'était un des premiers 6 premiers mois. Et c'était assez marrant de... Voilà, on est confronté dans le quotidien à des trucs qui sont un peu cocasses. Moi, je me rappelle même pour la conciergerie, je me suis retrouvé cet été à devoir récupérer à 40 degrés un lit d'un autre appart pour le mettre dans le truc parce que le lit avait cassé, pour être sûr que le client soit satisfait, qu'il n'y ait pas des galères. Des fois, on se retrouve dans des situations qui sont un peu rocambolesques, mais c'est là où le côté indépendant et le fait que ce soit notre propre business, ça prend le dessus, le professionnalisme revient et puis on prend ça avec un sourire. Bon, toujours. Parfait, merci pour ce partage. Ouais. Pour les prochains. Peut-être qu'on coupera au montage. Non. Ah non, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage, c'est pas de tabou, on parle de tout. Bon, c'est cool. On va retourner un peu sur la partie business. J'aimerais bien que tu nous partages un petit peu tes objectifs, ta vision, alors moyen, long terme. Alors on va se concentrer sur la partie gestion, bien évidemment. Et puis après, voilà, tu me dis un petit peu ta vision des choses. En fait, ma vision, elle est assez intéressante. J'ai aussi progressé dans ma vision par rapport à Wiki, parce que comme tout, quand je suis arrivé, j'avais pas non plus toutes les connaissances sur la conciergerie. Et avec un peu de recul, je me rends compte que une conciergerie, sans parler de Wiki et du marketing de réseaux associés, quand elle arrive sur entre une 30 à 50 biens, on arrive sur un rupteur. C'est-à-dire que tout seul, ou même avec une petite structure, on est dans la difficulté d'arriver à gérer une 30aine ou une 50aine de biens. Enfin, c'est pas difficile, mais c'est beaucoup d'activités parce que c'est comme du management. 30 ou 50 biens en conciergerie, ça peut être 30 ou 50 problèmes par jour, plus ou moins gros, mais il faut savoir les gérer, il faut les gérer activement parce que les clients sont relativement exigeants et de plus en plus exigeants maintenant. Et donc, du coup, il faut vraiment être actif dans tout ce traitement un peu d'aléas. Et en fait, c'est ça ma vision. Pourquoi Wiki est différent du reste? C'est parce qu'on s'affranchit complètement de ce chiffre-là. C'est-à-dire qu'on ait 50, 100, 200, 300 biens, en fait, peu importe, parce qu'on va diluer cet effet-là par le nombre de conseillers qu'on est.
Et c'est un peu comme, en fait, on va gérer moins de biens par personne. Donc, du coup, on va mieux les gérer. On va pouvoir vraiment avoir un service de qualité puisqu'on va, encore une fois, diluer tous ces biens sur un nombre de conseillers, de city manager, pardon. Donc, et pour moi, c'est ça la véritable force. Et je vois des conciergeries plus ou moins en échec ou alors en recherche de repreneurs ou en transition où ils se rendent compte qu'en fait, on est là. On est full, on sait plus quoi faire, on n'y arrive plus, et donc du coup, on est embêté. Et donc en fait, l'ambition que moi j'ai, l'objectif que j'ai, il est double. Il est véritablement de développer une équipe pour pouvoir satisfaire à ce besoin de conciergerie qu'on a de partout en France, et développer une grosse équipe par rapport à ça. Et après, j'ai un besoin perso où moi, je vais continuer à donner mon service client, avoir des logements en location pour aussi être exemplaire par rapport à mes équipes, etc. Ça, c'est évident. Mais voilà, ma vision principale, c'est du gros développement pour justement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ce business model, à le mettre en place pour la conciergerie. Encore une fois, c'est une page blanche. La conciergerie, elle n'est pas aussi réglementée, elle n'est pas aussi professionnalisée que la transaction. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller taper là-dedans et de proposer ça à plein de gens pour qu'on puisse satisfaire les clients correctement. Et puis, les clients qui nous donnent les clients propriétaires et satisfaire les clients qui voyagent, les voyageurs. L'idée, c'est avec ce business-là, on peut faire que ça. Donc, développer une grosse équipe. Ok. Ouais, dans encore ton micro, on est bon. C'est bon ? C'est parfait. Okay. Ouais, ça serait quand même dommage que vous ayez loupé. C'est bon, non, c'est... Ouais, on est bon. Ok, et alors, on va se concentrer sur la partie gestion maintenant. Je vais te poser une question que beaucoup pourraient se poser. Après, tu nous réponds franchement, et voilà. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est un business model et un business qui va s'adresser à un maximum de personnes, que ce soit des personnes dans la transaction, des personnes qui sont carrément néophytes de l'immobilier, peu importe. C'est vrai que d'ailleurs qu'on a aussi pas mal de sociétés de ménage, de ce que j'ai pu voir, qui font de la conciergerie. Aussi, ouais. Et c'est vrai que quand on s'adresse, moi j'ai pu voir en échangeant avec pas mal de city managers wiki, qui rencontrent des personnes dans la transaction, peu importe le réseau, et qui proposent ce service-là, forcément on a une décote, pas une décote, mais vraiment une différence en termes de rémunération. Et c'est vrai que beaucoup peuvent se poser la question de se dire, il y a quand même un certain investissement à mettre dedans par rapport à ce que ça pourrait me rapporter vis-à-vis de ce que moi je gagne dans la transaction. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet-là, en toute transparence? Ouais, bien sûr. Alors, en fait, c'est toujours une question de vision. C'est pareil. C'est-à-dire que moi, je suis dans cette aventure pour une grande partie pour le développement d'équipe. Alors, effectivement, la rémunération sur une location est forcément moins rémunérateur que de la vente immobilière. Mais après, c'est pas les mêmes types de rémunération. C'est-à-dire que la rémunération sur de la conciergerie, c'est une rémunération qui est immédiate. Et donc, du coup, tu n'as pas de délai à attendre qui peut des fois être un peu compliqué parce que, effectivement, vendre un bien, c'est cool, mais il faut le vendre. Donc, à un moment donné, ça se casse la figure, etc. Moi, j'ai des gens dans mon équipe de transactions immobilières, donc chez IAD France, qui sont aussi city managers et qui ont réussi à tenir des périodes compliquées grâce à la conciergerie Wiki. Parce qu'ils ont réussi à faire des revenus constants et stables pendant toute une durée et sans avoir à attendre 3 mois pour toucher une rémunération. Donc, ok, certes, des fois, la rémunération est moins importante que sur de la transaction. Par contre, elle est plus sécurisante dans une recherche de sécurité ou dans un contexte immobilier qui est parfois un peu plus compliqué pour certaines personnes. Donc ça, c'est un point. C'est pas sur le montant, mais c'est sur la différence de rémunération en termes de timing. Le deuxième point, c'est, alors, ok, elle est un peu moins importante, mais en soi, quand on se structure et si on se focalise sur de la conciergerie, elle peut être tout aussi importante. Parce qu'encore une fois, avec 10-15 biens en gestion, je pars pas sur les 30 parce qu'on sait que 30 c'est compliqué, on sait ce que je viens de dire, 30-50 c'est compliqué, mais déjà avec 10, 15, 20 biens en gestion, en termes de salaire mensuel, on va quand même arriver sur des niveaux de rémunération qui sont aussi très intéressants. Parce que des gens qui touchent 10 000 € grâce à la transaction, que ça soit chez IAD, chez BSK, dans des agences, il n'y a pas tout le monde qui a cette rémunération-là. Donc, c'est quand même, on n'est pas sur ce genre de rémunération-là. Donc, avoir une rémunération conséquente dans la conciergerie, c'est largement possible. C'est juste que du coup, on va multiplier les biens tout en restant gérable, donc 10, 15 biens, sans aucune problématique particulière. Après, moi, ce que je mets en avant aussi, c'est la partie développement d'équipe. Et le marketing de réseau associé à Wiki est beaucoup plus puissant pour moi que le marketing de réseau beaucoup plus puissant. On en discutait notamment avec Marine, où elle me racontait une anecdote qu'en fait, les meilleurs en marketing, enfin les meilleurs, j'exagère, c'est les meilleurs, mais les gros performeurs en marketing réseau, c'est des gens qui vendent des comprimés à 5 €.
mais ils les vendent à 5000 personnes. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on fait certes un tout petit peu de rémunération sur du one-shot, mais vu qu'on peut proposer cette opportunité en marketing de réseau à plein de gens, et du coup, au final, le marketing est beaucoup plus intéressant. Et on a une matrice qui nous permet de voir un peu les simulations, et c'est assez impressionnant et bluffant de voir les récurrences qu'on peut avoir managériales grâce à la conciergerie. Donc, je suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que c'est moins rémunérateur. La rémunération est différente, elle peut être aussi importante, elle est plus sécurisante, et le marketing du réseau peut être encore plus intéressant que sur... Ok. Bon. Enfin, Tous ces réseaux-là, attention, ils ont des très bons systèmes. Ouais, non, bien sûr. Chacun y trouve son compte et on a un C'est mon fonctionnement. analyse à moi, perso. Hein. Bien sûr, ok. Bon, bah super, bah ça c'était une très bonne réponse qui me fait plaisir à entendre. C'est vrai? Non, bah bien sûr, non, mais c'est vrai que aujourd'hui. On n'a pas briefé. Hein. Non, mais c'est vrai que quand on s'adresse à des personnes qui sont dans la transaction, comme tu l'as dit, tout le monde ne fait pas les rémunérations qu'on entend. C'est un des métiers les plus rémunérateurs, mais il ne faut pas croire que tout le monde fait ces rémunérations-là. Et puis, comme tu l'as très bien dit, une transaction, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis, il y a aussi énormément d'aléas qui font que ça peut casser. Voilà. Et ne pas aller au bout. Alors que dans la gestion, moins sécurisant. Voilà, c'est plein de petites sommes de manière récurrente et qui sont beaucoup plus sécurisantes. Tout à fait. Ok, bon bah ça c'est cool. Tu as parlé du marketing de réseau, ça c'est top aussi. Je pense qu'on est bon. Si je dis pas de bêtises, on doit être dans le timing. Je crois qu'on doit le faire en anglais maintenant, non? C'est pas ça? Alors, non. Tu peux essayer. Tu te souviens des questions? On est bon. Vas-y, on le fait tout seul. Voilà. Et non, mais en tout cas, merci. De toute façon, on va continuer. Moi, je voulais conclure juste un truc pour ceux qui nous regardent et compagnie. Et je l'ai dit dans l'interview qu'on avait faite au début, c'est aussi une aventure humaine. Et moi, je suis vraiment convaincu un peu, les relations humaines, c'est ce qui fait la différence dans une vie, en termes de qualité de vie, etc. Et cette aventure, c'est avant tout une aventure humaine aussi. Donc, il y a effectivement une grosse partie, on parle beaucoup de chiffres, de business, de trucs, de vision, etc. Mais si moi, je suis dans cette aventure-là, c'est parce que vous êtes là, vous, que vous l'avez créé, vous nous l'avez proposé. Et on sait que c'est du sérieux, on sait que c'est bien pensé, on sait que vous y mettez beaucoup d'énergie. On y met du coup, nous aussi, beaucoup d'énergie. Donc, pour moi, c'est ici hyper important d'expliquer aux gens qu'en fait, avant d'être une aventure business, c'est une aventure humaine et les deux sont liés et qu'on donne le maximum pour ça, quoi. Et on est dans le même bateau. C'est hyper... Ouais, même bateau. Ouais, je voulais conclure par ça parce que ça me paraît sympa. Bah, super. Bah, très belle conclusion. Merci à toi. Merci, mon cher. Je mettrai tous les liens, donc Insta, Facebook, ton podcast que tu sortiras prochainement. Exactement. Donc, les liens en commentaire de cette vidéo-là. C'était le troisième épisode. On aura la chance dans la prochaine session d'avoir un de tes filleuls d'ailleurs de transaction et de gestion d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, qui est Echem. Ok, trop voilà, cool. Le plus jeune en tout cas de chez Wiki, donc et qui s'en sort très très bien. Donc pressé de pouvoir lui faire une interview aussi. Très bien, il pourrait dire plein de choses. Non mais c'est un super profil pour partager son expérience. Bon, jeune et compagnie, donc c'est très bien. Et puis tu l'as très bien accompagné. Merci à tous, à très vite et puis passez une belle journée. Salut, ciao.